urinaire chez la femme, heu, pareil qui est, assez vaste, hein. Néanmoins une nouveauté, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un microbiome urinaire. En fait, le microbiote, on en parle beaucoup au niveau digestif, avec un impact sur peut-être, la santé mentale, sur, sur l'obésité et cetera. Il y a également un microbiote vaginal, ça vous le savez je pense, mais également maintenant un microbiote urinaire, et en fait c'est important puisque ça veut dire que les urines ne sont pas stériles. Spontanément, évidemment, c'est pas forcément des bactéries facilement cultivables. Néanmoins, il y a un microbiome urinaire, un urobiome et c'est important puisque, si on comment dire? Si on traite, par excès un ECB positif, par exemple, ou une bandelette urinaire et ben, en fait, les antibiotiques vont plutôt être inutiles, délétères et iatrogènes et vont modifier, cet équilibre, de microbiote, urinaire et bien sûr, faire le lit ensuite de dysbiose et potentiellement d'infections urinaires, au décours et donc c'est Donc vrai ce que c'est qu'on a appris à intéressant. l'école ou à Ouais, la c'est fac, faux. c'est faux du coup? Mmh, C'est ce que tu es en train de nous dire? exactement. Bon, au passage, la Fédération des daltoniens de France te remercie, hein, pour les couleurs sur le schéma. Voilà. Hem, alors des définitions, c'est des recommandations qui sont maintenant un petit peu anciennes de 2018. Néanmoins, elles sont toujours vraies. En fait, c'est un peu compliqué les infections urinaires et les recommandations, mais c'est vrai que c'est important de savoir un peu dans quel cadre nosologique vous êtes pour ensuite choisir le bon traitement. Donc bien sûr, cystite, infection, de la vessie, versus pyélonéphrite, infection rénale, infection parenchymateuse qui donne de la fièvre, contrairement à la cystite et je ne parlerai pas aujourd'hui, mais je vous dis juste infection urinaire masculine qui pour l'instant est cantonnée aux prostatites, donc infection parenchymateuse de la prostate. Et donc en fait, à chaque fois, on va ces 3 cas nosologiques, on va les dire, est-ce qu'elles sont à risque de complications ou non? Et en fait, à risque de complications, c'est des facteurs de risque, d'infection urinaire plus complexes et donc qui vont entraîner une durée de traitement prolongée. Et donc ces facteurs de risque de complications, c'est un, une uropathie, donc n'importe quelle anomalie de l'arbre urinaire, connue. Certains terrains, donc les hommes, la grossesse, les sujets âgés, fragiles, c'est-à-dire plus de 75 ans ou plus de 65 ans avec des critères de fragilité, une insuffisance rénale, sévère, donc avec une clairance inférieure à 30 et immunodépression sévère. Éléments de gravité, je passe assez rapidement et les facteurs de risque d'entérobactéries BLSE, c'est-à-dire de bactéries multirésistantes, c'est important de savoir que si, le patient a une antécédent de colonisation à ce type de bactéries, il faut y penser. S'il y a une consommation d'antibiotiques récente, en particulier d'antibiotiques critiques, augmentin, céphalosporine de deuxième et troisième génération et fluoroquinolone dans les 6 mois précédents. Un voyage en zone d'endémie. Alors zone d'endémie, vous sortez en fait, de France. Si vous allez en Italie ou en Grèce, c'est déjà un facteur de risque d'acquisition lors d'un voyage de bactéries multirésistantes et a fortiori Asie du Sud-Est, Afrique ou, Amérique du Sud. Une hospitalisation de moins de 3 mois et ensuite quand on vit en EHPAD, c'est un facteur de risque d'avoir une infection, multirésistante. La stratégie diagnostique, donc vous avez, des symptômes cliniques et une bactériurie, donc une bactérie dans les urines. S'il y a pas de symptômes, ça s'appelle une colonisation urinaire, ça s'appelle une bactériurie asymptomatique. Si vous avez des symptômes, c'est donc symptômes cliniques plus ECBU positif avec des critères qu'on va voir juste après, vous avez une infection urinaire et là, vous vous posez la question: «Est-ce que j'ai des facteurs de risque de complications?» Non, j'ai une infection urinaire simple, soit cystite, soit pyélonéphrite. Oui, j'ai des facteurs de risque de complications, soit cystite, soit pyélonéphrite, soit infection urinaire masculine et ensuite éléments de gravité. Et donc c'est vraiment plutôt cette première partie de à risque de complications, que qui est importante parce que ça modifie vraiment le choix du traitement antibiotique et la durée de traitement, mais qu'on a du mal en fait à bien retenir, collectivement. Je peux le dire, Élise, ou pas? Oui, je sais pas. Pipi qui pue, pas de BU. Au moins Le c'est CB clair, on retient. tout à fait. Le CBU, donc c'est sur le deuxième G. Juste rapidement, les seuils de significativité, la leucocyturie, donc le nombre de leucocytes sur un ECBU doit être supérieur ou égal à 10 puissance 4 et les bactéries, c'est 10 puissance 3. Pour la femme, on est là, pardon. 10 puissance 3 pour Escherichia coli et Staphylococcus saprophyticus, qui est un staphylocoque spécifique des infections urinaires de la femme jeune. Et autres entérobactéries, ça va plutôt être 10 puissance 4. C'est important parce que des fois, vous avez des ECBU avec pas de leucocytes, et puis pas de leucocytes et une bactérie, ou des leucocytes mais une bactérie qui est à 10 puissance 2, et cetera. Donc ça peut être un peu embêtant de bien statuer. Juste des précisions sur le CBU. Comment effectuer un ECBU peut-être correctement? Donc c'est préférer les urines du matin.
C'est maintenant des nouvelles recommandations européennes de 2023, c'est une toilette périnéale à l'eau claire, donc pas de savon ni d'antiseptique. Il faut éliminer le premier jet et ça, c'est important parce que le premier jet est contaminé par la flore périnéale, en particulier chez la femme. Et donc, globalement, pour retenir, c'est le volume d'un espresso qu'il faut en fait uriner avant de faire le CBU. Ce qui n'est pas toujours facile quand on a une cystite, mais c'est important de préciser à la personne, à la patiente de vraiment réaliser ce premier jet, de le jeter et ensuite de faire pipi entre guillemets dans le petit pot pour le CBU. Alors, le besoin diagnostic de l'ECBU, on fait un ECBU si on a des signes fonctionnels urinaires et de la fièvre. Si on a une femme enceinte asymptomatique, avant un geste ou une chirurgie urologique, on ne fait pas de CBU, comme l'a dit Joanne à l'instant, urine malodorante ou urine purulente isolée, donc pipi qui pue, pas de BU, pas de symptômes urinaires, Merci. pas de CBU. Contrôle de fin de traitement systématique, ce n'est pas recommandé. Hors grossesse, on le verra juste après. Alors, le trajet de l'ECBU, vous avez ici le premier jet jeté, donc le petit espresso dans les toilettes. Vous avez le deuxième jet. Le deuxième jet part au laboratoire, le recueil. Vous avez ici une cytologie, combien de leucocytes, combien de globules rouges. La mise en culture de l'ECBU, on retrouve un Escherichia coli et on peut réaliser un antibiogramme, ici une BLSE. Et donc, c'est important, ça prend quand même quelques jours, en moyenne, je dirais 3 à 4 jours pour avoir le résultat. Tout dépend du laboratoire et du jour où c'est fait, mais c'est important de voir un peu ce qui se trame derrière le CBU. Alors, comment interpréter le résultat? Pas de leucocyturie, pas d'infection urinaire, pas d'antibiotiques, sauf si le patient est leucopénique, mais c'est quand même pas très fréquent quand même. Si j'ai une bactérie, il n'y a pas de symptômes, on ne traite pas. Ça s'appelle une colonisation, ça s'appelle une contamination. Pas d'antibiotiques, sauf grossesse ou geste urologique invasif. Le CBE est polymicrobien, on va penser à une contamination jusqu'à preuve du contraire et on va refaire le CBU avant de décider si on traite ou non. Par contre, signe fonctionnel urinaire, bactériurie significative et leucocyturie, il n'y a pas de doute, vous avez vraiment une infection urinaire, il faut bien sûr la traiter. Alors on a une question qui sera peut-être pour France après, je vais faire de Ok. teasing ou spoiler ce que France va nous dire, Rapide. mais sur le savon, tu veux en parler toi Elise ou pas? C'est assez récent quand même, Bah, le je fait pense de qu'on peut faire en la parler à toilette à la l'eau. fin, si tu Ouais, veux OK. bien. Enfin, si vous Non, voulez, non, ça enfin, on marche. peut. Pour dire qu'on a noté la question, quoi. Ouais. Donc juste ça, c'est pour vous donner, des nouvelles parce que je ne sais pas si vous avez vu ça passer. En fait, il y a une recommandation de 2023 qui préconise la réalisation d'antibiogrammes ciblés pour les infections urinaires à entérobactéries chez les femmes adultes à partir de 12 ans. Bon, on va dire chez les femmes à partir de 12 ans, non enceintes. Le but de l'antibiogramme ciblé, c'est en fait d'éviter une liste très importante en tout petit où on voit rien, d'antibiotiques, mais de resserrer sur des antibiotiques précis qu'on peut prescrire pour traiter l'infection. Donc c'est un rendu restreint de molécules ciblées qui sont ciblées selon la situation clinique. Cystite, pyélonéphrite, également avec un suivi des recommandations thérapeutiques. Donc ça, c'est vraiment important et ça limite un peu les erreurs ou les hésitations thérapeutiques, du prescripteur. Donc les objectifs, c'est de lutter contre l'antibiorésistance par la juste prescription des antibiotiques, limiter aussi l'utilisation des antibiotiques critiques comme les fluoroquinolones, l'augmentin ou les céphalosporines troisième génération, en particulier pour une cystite, mais surtout l'épargne qui est importante, c'est les fluoroquinolones. On va favoriser aussi les molécules qui ont un spectre antibiotique étroit ou qui ont une diffusion urinaire très importante avec une faible diffusion dans le microbiote digestif, donc avec moins de risques de sélectionner un mutant résistant. Bien sûr, à chaque fois, ces antibiogrames ciblés pardon, vont être orientés par les recommandations thérapeutiques. Le contexte, hein, je vous redis, c'est femmes et jeunes filles supérieures à 12 ans, infection urinaire à entérobactérale, et pour l'instant, c'est Escherichia coli, et c'est deux diagnostics, cystite ou pyélonéphrite. Donc, c'est vraiment, ça exclut totalement les grossesses. Alors, au niveau thérapeutique, euh, là, je vais vous montrer des recommandations de l'HAS. Tous les liens sont, à chaque fois en bas de diapositive ou en fin de diaporama. C'est très bien fait, c'est très clair. Donc la cystite aiguë simple, femme jeune, pas d'antécédents, pas de risque de pas de facteur de risque de complications. On a éliminé à l'interrogatoire la présence de perte vaginale qui, bien sûr, ne serait pas évocatrice d'une cystite, mais plutôt d'une infection génitale. Et donc, bandelette urinaire, si elle est positive, pas besoin de faire un ECBU. D'emblée, le traitement recommandé, c'est en première intention fosomycine trométamol, donc le Monuril, 3 grammes en une prise unique, ou pivmécilinam sur 3 jours. Nouveauté aussi de 2024, sauf erreur de ma part, la délivrance est possible d'un antibiotique par le pharmacien d'officine après réalisation d'une bandelette urinaire à l'officine. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de place
pour les antibiotiques critiques pour la cystite simple. Donc, il n'y a pas de place pour les fluoroquinolones, pas de place pour l'augmentin, pas de place pour les C3G orales dans ce contexte-là. Parce que le but, c'est vraiment d'épargner ces molécules-là pour des infections plus sévères, type pyélonéphrite, et également de limiter la sélection de mutants résistants au niveau digestif. On peut remercier hein, dans les équipes les pharmaciens on a des pharmaciens ici, hein, mais qui font des protocoles de coopération où justement la délivrance d'un antibiotique pour une cystite est souvent, et c'est beaucoup mieux, en tout cas c'est quelque chose pour lequel on prêche énormément, et quand elle est adossée à un exercice coordonné et avec un partage d'informations, un dossier suivi, c'est toujours beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à vous rapprocher des pharmaciens pour mettre en place ce genre de délivrance. Ça existe aussi pour information pour les angines. Donc, les cystites à risque de complications, donc là, j'ai mis une femme âgée, c'est un peu caricatural, mais vous vous rappelez, femme âgée ou uropathie. Je parlerai un petit peu après de la grossesse qui est un tout petit peu différente, même si c'est considéré à risque de complications. Donc, la cystite à risque de complications, on peut plutôt privilégier le traitement différé, c'est-à-dire que les symptômes sont peu importants, la patiente peut attendre, et donc là, à ce moment-là, on fait le CBU. Donc, pas besoin de faire d'une banlette urinaire, mais ECBU d'emblée, et après on va, classer, selon l'antibiogramme, les molécules de préférence, et bien sûr les molécules qui ont un moindre impact sur le microbiote. Donc ça va être amoxicilline, puis méthylinam, nitrofurantoïne, et vous avez vu la durée de traitement est bien plus importante puisqu'on est à 7 jours versus 1 ou 3 tout à l'heure. Ou alors le traitement ne peut pas être différé, la patiente est beaucoup trop gênée, et donc à ce moment-là, on va débuter un traitement probabiliste, bien sûr à revoir avec les résultats de l'ECBU, et donc nitrofurantoïne en première intention sur 7 jours. Attention, la nitrofurantoïne, c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale avec une clairance inférieure à 45, ce qui est quand même assez fréquent chez les sujets âgés, ou en cas de traitement itératif, c'est une molécule qui n'est pas recommandée. Ou Monuril, ça c'est un peu, moi, ce que je prescris régulièrement en 3 doses, donc un sachet J1, J3, J5. C'est vraiment très facile à prescrire et c'est plus court aussi, comme prise. Les cystites aiguës récidivantes, c'est vraiment un sujet important. On a créé au CHU de Rouen un centre de recours pour les infections urinaires complexes, en particulier récidivantes. Récidivante, ça veut dire plus de 4 épisodes sur 12 mois. Quand on traite un épisode aigu, le traitement curatif, c'est le même que pour la cystite, mais surtout l'intérêt, c'est de prévenir les récidives et avant d'envisager un traitement prolongé. Donc, il faut penser aux avis infectieux, ou également de demander une consultation en infectiologie. On a tous, infectiologues en Normandie, des consultations pour des infections urinaires récidivantes qui sont très impactantes parce qu'il y a beaucoup souvent de prescriptions d'antibiotiques avec beaucoup d'anxiété et beaucoup de CBU réalisés. Il faut souvent réaliser un bilan étiologique avec un urologue en particulier, échographie védicale avec une mesure du résidu post-mictionnel. Est-ce qu'il reste un résidu après miction qui pourrait favoriser la colonisation et potentiellement une infection secondairement? Cystoscopie, bilan urodynamique. Le but de la prévention, c'est bien sûr d'éviter les infections urinaires, qui sont quand même très peu agréables en général, et la surconsommation antibiotique qui en découle, puisque souvent, il y a les patientes que je vois moi en consultation arrivent avec des infections urinaires avec des germes multirésistants parce qu'il y a eu beaucoup de lignes thérapeutiques auparavant. Les traitements préventifs est souvent global, donc on va revoir les apports hydriques, les mictions régulières, lutte contre la constipation. Également discuter une rééducation périnéale si besoin, si on voit qu'il y a un problème de vidange vésicale ou en tout cas de plancher pelvien, entre guillemets, un peu paresseux. Canneberge également qui est intéressant, ou d'autres traitements. Moi, j'ai des patientes qui prennent de la phytothérapie, qui peuvent les améliorer tant qu'on limite la prescription antibiotique et qu'on limite également les symptômes qui sont souvent très invalidants pour les patientes. Ça peut vraiment être intéressant. Et puis également discuter, bien sûr, au cas par cas, en l'absence de contre-indication et après avis gynécologique ou sage-femme, une application locale d'œstrogène qui peut diminuer, bien sûr, la sécheresse vaginale qui entraîne souvent un inconfort et qui entraîne une dysbiose vaginale et donc une dysbiose urinaire. Pour la cystite aiguë récidivante, donc le traitement, on y pense quand on a fait un peu tout ce que je vous ai dit avant. On fait un ECBU initial avant le début de la prophylaxie, et après on peut penser en première intention, c'est Monuril, 1 fois tous les 7 jours, ou si c'est post-coïtal après un rapport sexuel, on peut le prendre 2 heures avant ou 2 heures après le rapport sexuel, ou Trimétoprime, donc qui est une des 2 parties du Bactrim qui a beaucoup moins de risques, sur le plan rénal et sur le plan allergique. Également, le Bactrim en deuxième intention. Non au fluoroquinolone, au bêta-lactamine et contre-indication à la furadentine au long cours puisque c'est déconseillé au long cours. Chez la femme enceinte, il y a le problème de la colonisation urinaire avec une bactériurie qui est supérieure ou égale à 10 puissance 5. C'est la définition de la colonisation urinaire gravidique.
pas l'antécédent à gauche, on n'a aucun risque antérieur d'infection urinaire. On fait un dépistage seulement à partir du 4e mois avec une bandelette urinaire mensuelle. Si la bandelette urinaire est positive, on fait un ECBU. Par contre, avec un risque antérieur d'infection urinaire, uropathie sous-jacente, diabète, antécédent de cystite récidivante, là, on va faire un ECBU lors de la première consultation, puis tous les mois à partir du 4e mois. Le traitement est d'emblée adapté. On attend les résultats de l'antibiogramme pour traiter. On ne fait pas de traitement probabiliste pour la colonisation urinaire. Le traitement, c'est en 1 l'amoxicilline et vous avez vu, la durée, c'est 7 jours, donc c'est quand même assez long. Le CBU de contrôle, cette fois, on le fait pour la femme enceinte, 8 à 10 jours après l'arrêt du traitement, puis ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Pour la cystite aiguë, nouveauté, quand même, ça c'est assez nouveau, on peut prescrire Monuril, comme dans la cystite simple, même si c'est une cystite aiguë de la femme enceinte qui est potentiellement à risque de complications, on peut, dans cette indication-là, proposer le Monuril en traitement probabiliste. Et si c'est un échec ou résistance, on peut adapter avec une durée plus prolongée, comme on est sur une cystite à risque de complications. On fait 7 jours et vous avez vu également ECBU de contrôle pardon, à 8-10 jours après l'arrêt du traitement et un ECBU mensuel jusqu'à l'accouchement. Pour les pyélonéphrite, vous avez en première partie pyélonéphrite simple, donc c'est 7 jours, si vous arrivez à faire que fluoroquinolone ou céphalosporine 3e génération injectable, ou sinon 10 jours et vous avez vu, c'est les mêmes molécules, pour la femme enceinte ou la pyélonéphrite à risque de complications. C'est 10 jours également de traitement au total. C'est une promotion d'Antibiotiques et également de Primo, qui est une mission nationale, destinée aux soins primaires, qui vous reprend. Vous le trouvez très facilement sur, Antibiotiques et sur le site, de Primo, qui sont un peu des indications et comment prescrire les antibiotiques à visée urinaire. En conclusion, les urines ne sont pas stériles. Il faut penser à la bonne réaction de l'ECBU et à sa bonne interprétation. L'antibiogramme ciblé devrait arriver bientôt, pour toutes les, femmes de plus de 12 ans. Épargne dès que possible des antibiotiques critiques, en particulier des quinolones. On respecte la durée des antibiotiques pour les infections urinaires et je vous ai remis là les 3 recommandations HAS complètes sur les infections urinaires de la femme, selon le tableau. Je suis un hors sujet, mais rapidement, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, il y a une, saisine de l'HAS sur la place du dépistage CMV dans la grossesse. C'est en cours de production pour savoir qui dépister, quand, quel traitement antiviral si le dépistage est positif, quel suivi materno-fœtal et quel suivi pour l'enfant. Ça devrait arriver en mai 2025. Et enfin, après, je vous promets, j'arrête de parler. En complément du webinaire, on voudrait vous proposer des e-learning qui sont réalisés par le CRATB et par le CEPIAS. Le e-learning, ça serait de revenir sous forme de modules courts ou des modules actualisés sur l'antibiorésistance, les infections urinaires, le CMV par exemple, images, vidéos, un petit quiz pour vous s'auto-évaluer. Vous pouvez vous inscrire auprès de Josiane Lebeltel, vous avez ici l'adresse mail, pour vous inscrire si vous voulez rentrer dans ce type de formation, si le webinaire vous a plu ou si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez valider d'autres formations, ça sera possible très prochainement. Et Je bien vous remercie de entendu, votre attention. il y aura des lots à gagner, parce que c'est pas tout de faire des petits quiz, mais on peut attaquer sur les questions? Non, non, c'est bon. Non, mais on peut attaquer sur les questions ou pas? Et il y a juste France on voudrait laisser la place à France, on est un petit peu en retard, je suis désolée, j'ai un peu trop parlé évidemment. Tu vas Trop et parler trop vite. de la place du savon dans la toilette Je pré pense ECBU, je pense que, France? on avait ouais, attends juste peut-être, je sais pas si on finit toutes les interventions et qu'on fait après questions-réponses. Peut-être France, tu veux Bah, peut-être pendant que c'est aborder frais. ton Euh, bah, bah, fais le ouais, vas-y, je vas-y. vais peut-être parler bonjour. Donc, je vais. Alors, je ne sais pas si le partage marche. Oui, c'est bon, on voit ton oui, c'est bon. C'est bon. Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je m'appelle France Borget. Je suis médecin hygiéniste et je suis responsable du CEPIAS Normandie, donc le Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. Et donc, nous, on intervient avant, dans le côté prévention, puisque l'une des façons aussi d'épargner les antibiotiques, c'est qu'il n'y ait pas d'infection. Et c'est toujours bien qu'il n'y ait pas d'infection, puisque du coup, ça va permettre d'éviter la prescription. Et c'est donc dans le cadre de la prévention que nous intervenons. Et aujourd'hui, je vais vous parler des dispositifs intra-utérins par rapport au rappel de bonnes pratiques pour la prévention des infections en vous présentant 2 fiches pratiques.
Alors, le contexte de l'élaboration de ces fiches, tout d'abord. Donc, au niveau du CEPIAS, l'une de nos actions est de faire le suivi et les investigations quand il y a des signalements. Et il se trouve qu'en 2019, de mémoire, il y a eu 2 cas d'endométrite à Streptococcus pyogenes qui ont été signalés dans la région. Et ces points communs, c'était que c'était des infections graves qui se sont finies par l'hospitalisation en réanimation des 2 femmes concernées, et que ces infections, sont survenues après pause de stérilet chez des femmes qui avaient accouché peu de temps avant. Alors, quelques rappels sur le Streptococcus pyogenes. En fait, c'est le strepto qu'on connaît sous le terme de strepto du groupe A. Le réservoir est strictement humain. Globalement, c'est à peu près un enfant sur 5 et un adulte sur 20 qui sont porteurs. Et le portage, c'est principalement au niveau du pharynx, mais on en retrouve au niveau de la peau et un peu plus rarement au niveau anal ou vaginal. La transmission est vraiment exclusivement entre êtres humains. Elle se fait par le biais des gouttelettes respiratoires. Comme en ce moment je parle, j'émets des gouttelettes respiratoires. Et puis elle se fait aussi par contact, avec notamment en cas de lésion cutanée au niveau des mains, par exemple. Le strepto entraîne globalement un ensemble de maladies qui sont la plupart du temps heureusement bénignes, de type angine ou infection de la peau, mais parfois graves, voire gravissimes, et dont certaines se terminent malheureusement par le décès. Et parmi ces infections invasives, il y a des bactériémies, des infections cutanées nécrosantes, ou les fameuses endométrites postpartum également qui sont décrites. En termes de transmissibilité, en fait, peuvent transmettre soit les patients infectés, soit également les porteurs sains. Et au niveau de la survie, je vous ai mis pour mémoire la survie sur les surfaces sèches, ça va de 3 jours à 6,5 mois. Donc, il y a un relais dans l'environnement également qui est particulièrement important. Et puis, des études particulières avaient été faites sur le lait, mais c'est plus anecdotique. Donc, quand il y a des signalements, on réalise des investigations. Donc là, les parcours ont été revus pour les 2 cas, en termes de mesures de prévention, qu'est-ce qu'il en était. Dans les 2 cas de figure, il n'y avait pas de port du masque, port du masque qui permet donc de réduire la diffusion des gouttelettes respiratoires. Au niveau de la désinfection du col, pour l'un, c'était une désinfection du col en un temps avec une durée estimée de moins de 60 secondes. Pour l'autre cas, les précisions n'ont pu être retrouvées. Concernant une analyse de la bibliographie, eh bien, ces infections invasives à strepto du groupe A après pose de dispositifs intra-utérins sont heureusement rares. Mais elles sont parfois vraiment gravissimes, avec notamment des décès qui ont été relevés dans la littérature, et ça c'est un point particulièrement important, elles sont en grande partie évitables par un ensemble de mesures de prévention. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de ces mesures de prévention? En fait, on a fait le constat globalement assez mal connu et puis surtout dispersé, parce qu'on a d'un côté les recommandations de la HAS de 2007, d'autres recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière par rapport aux produits à utiliser, par rapport aux méthodes à utiliser, d'autres mesures par rapport, on retrouve ici les indications du port du masque. Donc, ces recommandations sont globalement dispersées. Elles sont, pour certaines, relativement anciennes et n'ont pas vraiment été mises à jour. Et donc, fort de ceci, il a été proposé et créé un groupe de travail pluriprofessionnel et pluridisciplinaire associant des professionnels de terrain avec sages-femmes, gynéco-obstétriciens et puis des professionnels spécialistes de la prévention du risque infectieux, donc les hygiénistes. L'idée, c'était vraiment d'élaborer des supports qui regroupent sur un même document les différentes recommandations en abordant à la fois les étapes du geste technique que vous maîtrisez bien et que nous maîtrisons moins, mais en incluant les mesures de prévention que nous maîtrisons, et pour redonner du sens à ceci. Donc, ceci a abouti à 2 fiches, une fiche repère et une fiche mémo, qui a fait l'objet de relecture par des professionnels
gynéco, sage-femme et des professionnels de la PRI, donc prévention des risques infectieux, et puis une diffusion réalisée notamment grâce au réseau périnatalité de Normandie, dont certaines étaient membres du groupe de travail. Et vous avez ici, pour mémoire, les personnes qui étaient dans le groupe de travail initial et puis dans le groupe de travail final, puisque ça a été fait parallèlement, malheureusement, entre deux vagues de Covid-19. Et du coup, on a dû s'adapter aux contraintes qui étaient celles de la situation de la Covid. Donc, vous avez ici la synthèse de ces 2 fiches pratiques qui sont disponibles sur notre site internet, avec la fiche en 7 points. Donc, c'est les 7 points pour rappeler les prérequis incontournables, l'impératif qu'il n'y a pas d'antibioprophylaxie avant pose de DIU, c'est une question qui avait été posée. La nécessité des mesures avec masque à usage unique, la friction hydroalcoolique, le port de gants. Ensuite, l'étape numéro 4, le point numéro 4, la mise en place du spéculum, et puis la désinfection qui doit être réalisée avec 2 applications pour une durée de temps de contact au minimum de 60 secondes. Ensuite, hystérométrie, insertion du DIU, retrait du matériel. Et puis, l'étape suivante avec le retrait des gants. Le retrait des gants est suivi d'une friction hydroalcoolique, puis l'élimination des déchets. Et bien sûr, ensuite, tout ce qui relève du contrôle et du suivi avec la traçabilité qui est ainsi présentée sur cette fiche synthétique qui rappelle donc les bonnes pratiques qui sont intégrées aux différentes étapes de la pause. Donc ça, c'est la fiche synthétique. Et cette fiche synthétique, notamment parce que nous avions dans le groupe des sages-femmes formatrices de l'école de sages-femmes, et il a été rappelé l'intérêt de rajouter des éléments explicatifs par rapport à ce pourquoi on met en place des mesures. Et donc, c'est ainsi précisé au niveau de cette fiche, dite fiche repère, avec, vous voyez ici, les modalités qui sont reprises avec l'installation de la patiente, la mise en place du port du masque assez logiquement pour la prévention du risque de projection, donc de projection des gouttelettes respiratoires. Ensuite, la réalisation d'une friction hydroalcoolique, parce qu'avant de mettre des gants, on se doit de se désinfecter les mains. Ensuite, la mise en place de gants non stériles qui rentrent dans le cadre des précautions standards parce que risque de contact avec les muqueuses. Ensuite, on est sur la désinfection cervicale avec l'application en 2 temps, conformément aux recommandations de bonne pratique. Et puis, la durée pour l'action de l'antiseptique, 60 secondes. 60 secondes, pourquoi? Parce que les normes auxquelles les produits antiseptiques passent, eh bien, sont garanties en termes d'efficacité de résultat si on a l'attente d'une durée de 60 secondes. Donc, 60 secondes, c'est à la fois court et long, mais c'est le temps requis pour avoir la garantie d'efficacité du résultat. Ensuite, il y a l'insertion du DIU selon les consignes du fabricant, le retrait du matériel, le retrait des gants, et puis parce que quand on retire les gants 1 fois sur 2, on se contamine éventuellement avec les gants qui ont récupéré éventuellement des agents pathogènes. Donc 1 fois sur 2, on se contamine. Et deuxième motif pourquoi on fait une hygiène des mains après le retrait des gants, c'est parce que bien sûr, quand on porte des gants, il y a une certaine macération et donc on augmente ainsi la multiplication bactérienne. Donc on fait une friction hydroalcoolique après le retrait des gants et ensuite ça se termine avec l'élimination des déchets et puis la partie contrôle est suivie. Donc ceci est disponible sur notre site internet. Et sur notre site, vous pouvez aussi retrouver pour rappel une fiche comme ici sur la désinfection des mains par friction qui rappelle les différentes étapes puisque la désinfection des mains par friction avec un produit hydroalcoolique doit clairement être la mesure d'hygiène des mains à privilégier depuis les recommandations qui ont maintenant plus de 20 ans. Et à titre d'information, et parce que cela, a priori, je pense, vous concerne également, on a également des fiches sur la désinfection des sondes d'échographie endovaginales avec les différentes mesures qui ont été, donc les différentes méthodes, avec la méthode par essuyage, la méthode par automate et la méthode par immersion qui ont été réalisées dans le cadre du groupe de travail du réseau InterCEPIAS auquel le CEPIAS Normandie a participé. Et donc, ces différentes fiches sont disponibles sur notre site internet. Et au-delà de ça, pour nous contacter, si vous avez des questions, des interrogations relatives à la prévention des risques infectieux, eh bien, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail. Nous avons une adresse commune pour l'ensemble de la région. Et puis, bien sûr, sur le site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des documents que je vous ai rapidement présentés. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions.
Merci Merci France. France. Alors, on va faire très rapidement parce que tout le monde consulte. Alors, à un moment donné, moi, je rajoute une question parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Élise, tu as dit qu'il fallait s'appuyer sur les infectiologues Ouais. pour les infections urinaires récidivantes. Et Oui, derrière, je connais ton intention de ne surtout pas trop envoyer les patientes vers les urologues. On n'a rien pas en contre les premier. urologues, hein, mais en gros, là, le docteur Fio s'engage personnellement à laisser de la place dans son agenda de consultation pour vos patientes. N'hésitez pas. En fait, sans rire, comme tous les infectiologues sont en grande partie en médecine hospitalière publique, on a le temps d'interroger les patientes, comme je pense que vous faites vous également. Et c'est Non, peut-être pas nous, on toujours n'interroge le pas les cas. gens, bien sûr. Non, non, mais je veux dire, c'est pas toujours le cas peut-être de nos collègues chirurgiens. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de patientes qui ont d'abord l'antibiotique et après un bilan de prévention ou un bilan étiologique, ce qui est peut-être pas très logique dans un principe. On a envie de dire qu'on a envie de savoir pourquoi elle fait des infections urinaires à répétition avant de mettre un traitement antibiotique. Et donc moi, souvent, je les arrête ou on rediscute en tout cas la place de ce traitement. Donc c'est pour Ouais, ça je que te j'avais dit charriais, hein. plutôt un l'infectiologue et après l'urologue. Comment? Je te charriais, non, bien sûr. Oui, non, Mais mais c'est c'est que important parce que je pense comme on a qu'on. les patientes sur les bras et Ben que oui, les je sais bien, rendez-vous, bon, mais voilà, c'est c'est vrai pas toujours que. évident. Ouais, tout à fait. Donc Après, ça là, peut tu être un motif t'engages de pour ta secrétaire. consultation, je réponds aux questions du chat. On m'a dit, la dernière, c'était alors pas de CBU sur BU+ nitrite et leuco. Cela signifie que s'il y a un échec au traitement, on ne sait pas sur quelle bactérie on est parti à l'origine. Donc ma patiente, elle a Oui, 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 mais c'est vrai que alors ça, c'est dans la grossesse où vous avez vu, j'ai mis 6 échecs, on refait. Globalement, quand même, si vous avez un échec clinique après un traitement sur juste une BU, il faut faire le CBU. C'est-à-dire que même une cystite simple, si vous avez donné du monuril comme c'est la recommandation et que, quelques jours après, malheureusement, l'infection revient ou en tout cas les symptômes reviennent, là, il faut faire un ECBU. Est-ce que c'était un germe résistant? Est-ce que c'était un germe particulier? Ça vaut le coup de recontrôler. J'avais une autre question, c'était sur d'où les l'intérêt probiotiques. d'où l'intérêt du travail en coopération si Ouais. l'antibiotique était livré sur une BU positive et que en fait il y a des signes, des critères d'exclusion qui sont extrêmement nombreux et sévères. Rapidement, hein, on se réadosse vers le prescripteur, donc professionnel de santé médicale, sage-femme ou médecin. J'avais une autre question sur la place des probiotiques et des manoses et cetera. Canneberge, oui, clairement. Alors, il y a pas que Canneberge. En fait, c'est dans les recommandations, c'est marqué que celle-là. Mais moi, j'ai plein de patientes, en fait, comme je vous disais, qui prennent des probiotiques, qui prennent du démanose, qui prennent d'autres choses qui ne sont pas des antibiotiques. Et si jamais ça marche, pas mal, il y a un herboriste à Rouen, mais je pense qu'il y en a pas mal aussi dans la région. Et ils ont quelques remèdes ancestraux, si je puis dire, et qui marchent très bien sans que ça soit vraiment démontré dans la littérature. Donc, c'est pas dit dans la recommandation, ce que j'ai cité. Néanmoins, tant que ça peut diminuer en fait la fréquence des infections, l'inconfort, l'anxiété, l'impact sur la santé mentale des patientes, c'est très bien. Et que Et on c'est pas achète des quoi, antibiotiques, on bien sûr. prend. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Oui, bah, en fait, tant qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec d'autres traitements, par exemple, qu'il y a pas de mise en danger, moi, j'ai pas forcément de restrictions, quant aux traitements, associés. C'est vrai que, il y a des patientes chez qui la canneberge fait très bien, d'autres pas du tout. En fait, il faut essayer. Par contre, c'est un coût, parce qu'en fait, le jus de canneberge, hein, qui est vendu en C'est grande ça surface, aussi le ça ne problème. marche pas. Il faut l'acheter, en fait, en pharmacie avec vraiment des concentrés, plutôt que simplement dilués. Pense aussi ce contrôle flash, par exemple. Moi, je rajouterais pour les probiotiques, et je vais parler à la place des infectiologues, un jour viendra, on pourra parler, et je pense ça va devenir au devant de la scène hein, dans l'évolution de la lutte contre l'antibiorésistance. On parlera des gentilles bactéries, des gentils germes qui nous protègent et qui protègent justement ce microbiome. Bah, on en Mais parle comme vous déjà. l'avez, mais comme vous l'avez vu, le microbiome, pour l'instant, c'est un peu la découverte. On vient d'ouvrir la Ouais, porte. Donc, c'est ça. la bonne et simple raison qu'on ne vous parle pas aujourd'hui de recommandations sur les probiotiques, c'est qu'on n'y connaît que dalle. Et qu'en fait, principalement, moi j'aime beaucoup pouvoir m'adosser sur nos super pharmaciens quand ils connaissent bien les traitements, ils ont des formations. Et puis c'est vous aussi, les sages-femmes, qui nous apprenez souvent à rééquilibrer hein, les fleurs, rééquilibrer les pH. Ça, c'est forcément, nous, on est à fond acheteurs de ce genre de traitement, dans la limite des moyens de la patiente, bien entendu. Ouais, c'est ça. J'avais une autre question. Que faire des ECBU contaminés à répétition? Alors je sais, il faut peut-être essayer de trouver pourquoi, essayer de voir comment la patiente fait son ECBU, essayer de bien lui expliquer, le 1er jet. Alors c'est pas toujours facile pour les patientes enceintes si on voit pas ce qu'on fait ou encore même sur, les patientes âgées.
La solution un peu invasive, hein, qui n'est pas forcément à recommander, qui serait éventuellement un sondage aller-retour, ce qui n'est pas du tout à favoriser, ce qui est très difficile à mon avis en soins primaires. Je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question, Forcément. c'est Alexandra, je cite, hein, excusez-moi, Alexandra Delsaucion, je ne sais pas si vous voulez préciser à l'oral. Il y a une autre question peut-être en attendant. Problématique des biofilms au niveau urinaire également qui génèrent des excités à répétition. Tout à fait. En fait, il y a pas mal de travaux sur une internalisation dans les cellules de l'épithélium urinaire, en particulier vésical. En fait, Escherichia coli, sur certains types d'Escherichia coli, pour des infections urinaires à répétition avec le même germe, ça c'est important. En fait, on peut avoir des cystites à répétition et c'est pas toujours le même germe. Donc le mécanisme est plutôt extra-vésical, peut-être de contamination digestive, etc. Et quand c'est toujours la même bactérie, on peut se poser la question d'une infection chronique des cellules de l'épithélium vésical et donc d'un traitement prolongé. Et en effet, en recherche fondamentale, on voit vraiment en microbiologie, en microscopie électronique, pardon, le colis qui est caché dans les cellules de l'épithélium. Donc ça peut arriver, bien sûr. Le colis peut se prendre parfois pour un germe intracellulaire, quoi. C'est ce Ouais, que tu es en train de nous dire. exactement. Ah oui, donc les ECBU contaminent à répétition sur une patiente Ouais, enceinte j'ai malgré les vu. toilettes correctes. Alors, moi je me souviens, je fais juste l'introduction, Élise, d'un super formation que le chef de service avait fait, Manuel Etienne avait fait il y a quelques années, où il y avait aussi il nous avait donné des trucs et astuces pour repérer quelque chose qui est déjà problématique au niveau de la miction. On demande aux gens si la miction elle est en plusieurs temps et s'il faut pousser quand ils vont à la miction. Rien que ça, c'est déjà un gros red flag à problème et certainement c'est contaminé à répétition. Ouais. Alors c'est vrai que je sais pas trop, malgré toilette correcte, patiente, je pense que c'est le premier jet qui a pas été évacué, je pense. Alors après, on a vraiment objectivement des fois des infections polymicrobiennes, hein, ça peut arriver. Si c'est toujours les mêmes germes que vous retrouvez sur plusieurs de ces bœufs d'affilée, il faut se poser la question et à ce moment-là, demander au biologiste, de réaliser un antibiogramme. Alors j'ose le dire, on le fait des fois au CHU, un antibiogramme mélange sur les 2 germes par exemple, ou éventuellement un antibiogramme sur chaque souche bactérienne. Et toi, en consultation, tu ferais, si tu reçois cette patiente, par exemple, imaginaire, hein, mais Mmh. tu ferais un sondage aller-retour? Non. On peut le Bah, faire en ville, hein, on c'est essaie faisable. Hein. d'éviter, hein. C'est quand même très invasif, c'est pas très agréable, en particulier enceinte. Sincèrement, Ouais. ça donne pas très envie comme ça. Donc non, on va essayer de trouver pourquoi. On va essayer de un peu que la patiente décrive peut-être, comment elle fait en fait, le CBU. Donc vraiment, est-ce que le premier jet a été évacué? Est-ce que, donc et la quantité? Parce que c'est pas juste le fait de faire 3 gouttes, que quand on a une cystite, c'est compliqué d'uriner beaucoup, mais néanmoins, vous avez vu le volume, hein, c'est une petite tasse, qu'il faut en fait évacuer. Ouais, c'est un expresso, c'est pas un ristretto de l'autoroute, en C'est Italie, ça, hein. C'est vraiment un bel expresso français, ouais. quoi. Il Donc y a à c'est, boire ouais, dedans. 100 ml. Mmh. Il y avait une autre question qu'on a oubliée. Ah, Le savon, pardonnez-moi. c'est quoi le problème du savon sur, la En toilette, fait, avant le CBU? tu veux répondre, France, ou moi je peux répondre? En fait, c'est pas un Ah, vrai problème, c'est que ça sert à rien, en fait. c'est au-delà de l'acidification, Mmh. pas ça sert à Mmh. rien. Si Et ça une- sert aussi à foutre le bordel dans le pH de la vulve et du vagin. Déjà dans un premier temps. France, tu veux, Oui, que le résultat, en fait, c'est avec ou sans savon, le résultat est, similaire. Donc, pourquoi rajouter un geste qui ne rapporte rien? Puisque, quand on fait des mesures de prévention, c'est souvent déjà, contraignant et là, on met en place une mesure qui, au final, n'a pas prouvé son intérêt. Et qui peut avoir un désintérêt, si je puis me permettre. oui, enfin voilà, c'est toujours pareil, en fait, c'est de se dire: on fait ce qui est nécessaire et suffisant et là, c'est pas nécessaire de C'est-à-dire désinfecter ou de mettre du en savon. soi, c'est pas grave si on Non, utilise du pas du savon. tout, mais ça Non, a aucun non, Ça va intérêt. pas foutre le bazar dans le CBU, hein, c'est ce qu'on Non, veut dire par là. non, pas du tout. c'est juste on fait un geste qui est pas utile. Mmh. Après, il y a d'autres choses qu'on fait des fois qui sont pas utiles, mais ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas On si, espère que ce webinaire a été utile. docteur René voulait réagir, je possédais. Ah, il y a pas le son, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Excusez-moi.
On n'a pas entendu, vous nous parliez, c'est ça Oui, je disais s'il y avait des questions de votre part, si vous aviez des commentaires, Non, pas du parce qu'on tout. a déjà dépassé d'1 quart d'heure. Oui, on a le sujet par contre du prochain webinaire, donc ça c'est plutôt Ah pas OK. mal. Ah d'accord. Voilà, un grand merci à toutes les équipes, hein. C'est vrai que c'était clair, précis, et je pense que ça a dû être apprécié par tout le monde. Donc Mais je on pense qu'on va fera peut-être ouais, qu'on fera peut-être un petit questionnaire de oui, décision, satisfaction entre guillemets, bien voir un sûr, peu, le format, voir un peu, je pense qu'on puis, éventuellement aussi n'hésitez pas à, je pense qu'on vous lancera peut-être grâce à vous aussi, pour le web pour le e-learning si c'était intéressant ou pas, si ça peut intéresser, tout à fait. certains. Donc on va relayer tout ça sur notre site internet, hein, au niveau du replay, et puis aussi les liens pour accéder justement à Normes Antibio et puis CEPIAS. Voilà, plein d'infos, plein de Ouais. transversalité, donc c'est super, c'est ce qu'on aime. Merci Il y a un beaucoup. autre sujet, hein, infection génitale basse. Je sais pas si c'est ce que vous aviez, auquel vous avez pensé, mais Ah bah, il y a aussi le CMV qui va arriver, donc deux Ouais, le webinaires, CMV. génial. C'est top. N'hésitez vraiment pas sur le e-learning, il y a des super lots à gagner, hein. Et c'est pas Ouais, un bah, voyage pour 2 personnes à Darnétal, hein. on va une démarrer journée avec le docteur Massic, c'est ça? Non, 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 non. On m'a dit, c'est à la fin du webinaire donc, écoutez, merci beaucoup. S'il y a pas d'autres questions, je pense on va clôturer. Très bien, Et on va c'est retourner parfait. consulter. Voilà. Bonne journée à tous. Bon Merci courage beaucoup. à tous et à toutes, et un grand merci pour votre participation à tous. Au Au revoir. revoir, Bon merci. après-midi. Au revoir.